Je tenais à remercier l'ICRIN, Centre de recherche interuniversitaire sur les humanités numériques, ainsi que les organisateurs et en particulier Michael Sinatra pour m'avoir offert la possibilité de participer à ces rencontres. Je regrette vivement la possibilité de visiter votre ville magnifique à l'occasion, mais cela sera pour une autre fois, j'espère, très bientôt. Le titre de ma contribution d'aujourd'hui est Pour une philologie numérique de brouillon. La parenthèse dans le titre souligne comme certains des enjeux et des questions que je soulèverai ont une portée plutôt générale, qui ne se limite pas aux aspects numériques du problème. Il pourrait sembler inutile d'abord de rappeler l'importance de l'étude des manuscrits d'auteurs et des différentes versions de leurs ouvrages, et ainsi la difficulté que ce type d'étude entame. Du coup, ce que l'on donne comme acquis dans certains cercles académiques, la critique génétique étant fondée dans les années 70, ne l'est pas ailleurs, et plus en général, l'importance de l'apport critique offert par l'étude de la genèse d'un ouvrage n'arrive pas à toucher la totalité des chercheurs en littérature. Et surtout, cet apport reste méconnu à la plupart des étudiants et du grand public. En gros, l'idée d'étudier l'œuvre comme un procès en lieu que comme un produit fini et immutable nous ouvre les portes à une conception tout à fait différente de la création littéraire et nous donne une nouvelle compréhension de la textualité qui se manifeste ainsi de façon beaucoup plus fluide, problématique et riche que sa mise en page toute propre et ordonnée dans un livre imprimé ne laisse imaginer. L'étude des brouillons d'auteur nous montre ces aspects de façon presque iconique, comme dans le cas de cet échantillon du livret de l'opéra Tosca, mis en musique par Giacomo Puccini. Ici, les couches de correction, les faux départs, les reformulations, les versions qui se présentent à chaque ouverture des pages, nous amènent directement dans les laboratoires de l'auteur, en nous présentant aussi la matérialité physique et on dirait presque sale de l'écriture et de la littérature. Personne ne peut douter l'énorme plaisir qu'éprouvent les chercheurs et la chercheuse en maniant les papiers et les paperasses des auteurs. Mais ce plaisir ne peut pas rester un fait privé ou devenir un phénomène de fétichisme. Il doit être communiqué aux lecteurs, qui de leur part sont notamment très intéressés par ce type de matériaux. Si l'on doit juger des longues files de visiteurs lorsque des manuscrits d'auteurs sont présentés dans des expositions. Je pense, par exemple, aux expositions des manuscrits de Yeats à la Bibliothèque nationale d'Irlande de Dublin, au fil pour voir les manuscrits de Jane Austen dans les salles des trésors de la British Library de Londres, ou encore à l'exposition des autographes de Manzoni à la Bibliothèque Bryden's de Milan. Mais c'est là que les paradoxes de la critique génétique en particulier, mais de la critique textuelle et de la philologie en général, se manifestent de façon la plus évidente. En fait, l'un des grands problèmes liés à la dissémination des acquis de la critique génétique est donné par la difficulté de démontrer l'importance indisputable de ces recherches et de présenter ces résultats d'une façon amicale et facile à consommer pour les chercheurs et les chercheuses d'abord, mais bien sûr aussi pour le grand public. Les éditions critiques et les éditions génétiques sur papier sont d'un côté trop lourdes physiquement et métaphoriquement, et de l'autre côté trop difficiles à comprendre, affolées par une forêt des signes diacritiques et des couches de significations que ces derniers représentent, pour ne pas parler du coût parfois prohibitif de ces volumes. Un exemple est offert par l'édition d'Herodia de Flaubert par les soins de Giovanni Bonaccorso et son équipe, où l'on retrouve 9 différents types de flèches à signifier 4 diverses campagnes de correction, 3 types de crochets pour les ratures et les reconstitutions, ainsi que des soulignages et de l'italique, avec la conséquence que la page éditée résulte presque plus difficile à lire que la page du même manuscrit. On pourrait peut-être affirmer que les tentatives de traduire les couches de l'écriture et les accidents de brouillon en symboles n'est pas une bonne solution.
Une différente approche est celle entamée par l'édition nationale des ouvrages d'Alessandro Manzoni, et en particulier par les Promessi Sposi, les fiancés, roman historique publié en 3 versions différentes entre 1821 et 1840, et proposé maintenant en 6 tomes en folio d'environ 1000 pages chacun. Dans ce cas, les éditeurs ont choisi d'offrir les textes en propre et de décrire l'état des manuscrits grâce à un apparat critique de 700 pages pour chaque version, et dont la liste des signes diacritiques dépasse les 6 pages. Le résultat est que non seulement personne n'a la force morale et physique de débrouiller cet apparat, mais aussi la complication des signes a été trop, même pour ces éditeurs, on dirait. En fait, un examen attentif conduit pour essayer d'encoder les textes a découvert un certain nombre d'imperfections, certainement dues à la complexité de la notation choisie. Un troisième modèle éditorial est offert par l'édition de l'un des manuscrits de livret des Tosca, publié par Gabriella Biagi Ravenni en 2 tomes, l'un incluant les facsimilés et l'autre la transcription diplomatique du texte. Cette transcription utilise des couleurs pour indiquer les différents contributeurs au texte, et notamment Luigi Illica et Giuseppe Giacosa, normalement crédités comme les seuls auteurs du livret, mais aussi Giacomo Puccini lui-même, l'éditeur Luigi Ricordi, et un copiste professionnel probablement employé par Ricordi. Dans ce cas, même si la tentative est bien conçue, l'édition manque de clarté et la relation temporelle entre les différents contributeurs, ainsi que leur dynamisme et on dirait presque antagonisme, ne résultent pas de façon intuitive. Le numérique a été invoqué plusieurs fois comme une possible solution, ou même comme la solution de cette impasse, et plusieurs tentatives se sont développées pour rendre compte de la variation textuelle parmi des versions différentes et pour gérer la stratification des brouillons. Ces tentatives, qui datent des années 90, ont été seulement partiellement couronnées de succès. Certains, comme les premières expériences menées par Joël-Louis Lebrave et Daniel Ferrer avec le logiciel HyperCard, ne sont plus accessibles pour un problème d'obsolescence technologique. D'autres se sont concentrés principalement dans la représentation hyperdiplomatique des brouillons, dans une sorte de compétition entre les brouillons lui-même et les capacités expressives offertes par l'écran numérique. Ici l'exemple est celle de l'édition des manuscrits de Madame Bovary. Ces dernières tentatives, il semble offrir une solution aux besoins de plusieurs chercheurs, mais restent encore au-delà des enjeux critiques de la Genèse, c'est-à-dire la possibilité d'évaluer les différentes versions d'un point de vue qualitatif et de comprendre et faire comprendre les processus de composition. En fait, il faudrait d'abord distinguer les différentes questions théoriques qui caractérisent la critique génétique, pour lesquelles les nouveaux médiums pourraient offrir de nouvelles opportunités et même des solutions. Au risque de simplifier trop la question, et je prie ici les collègues généticiens de ne pas m'en vouloir trop, j'ai distingué 3 axes de recherche qui pertiennent à l'édition génétique et qui peuvent bénéficier de l'apport de l'ordinateur. Premier axe, la représentation des brouillons. Cette tâche est seulement partiellement achevée par les facsimilés numériques, vu que les brouillons d'auteur sont souvent des documents difficilement pénétrables sans une compétence spécifique, et donc la transcription reste presque obligatoire. Du coup, comme tous les exercices de transcription et de représentation, il s'agit d'une activité herméneutique qui force les chercheurs et la chercheuse à s'interroger sur les aspects linguistiques et sémiotiques du brouillon. Deuxième axe, représentation du processus de création de l'auteur. Par exemple, on peut s'interroger en quel ordre et dans quelle phase d'élaboration créatrice les différentes parties de la page ont été remplies, à quelle phase d'élaboration ça correspond, etc. Ces processus doivent souvent être reconstruits à partir de plusieurs documents. Il n'est en fait pas inusuel que les écrivains utilisent plusieurs supports à la fois.
Troisième axe, représentation de l'évolution de l'ouvrage. Dans ces cas-là, il s'agit de voir diachroniquement l'évolution d'un ouvrage ou d'une collection d'ouvrages à travers plusieurs publications et rééditions, souvent très différentes l'une de l'autre. Mais avant d'entrer vraiment dans les questions plus scientifiques, d'abord il faut considérer la question technologique. Dans les sciences humaines, il faut être responsable et sage avec le choix de sa technologie. Le numérique change et devient obsolète très rapidement. Il faut donc considérer les coûts de production des ressources, mais aussi les coûts pour la refaire. Il y a en fait plusieurs exemples de ressources magnifiques qui n'ont pas résisté au coup du temps et qui ont dû être refaites ou abandonnées. En principe, les produits scientifiques dans les humanités et en particulier en philologie ont une durée de vie très longue. Nous utilisons souvent des livres et des éditions qui datent même de plusieurs siècles. Et donc, dans la production numérique, il faut envisager des produits à la longue durée, même si ça peut impliquer une renonce à l'utilisation des systèmes d'affichage les plus sophistiqués et modernes. Aujourd'hui, la seule technologie capable de garantir ce type de durée est celle basée sur les langages de balisage tels que XML et HTML. Même si nous devons regretter la perte de certaines ressources, cette réalisation a heureusement été très précoce dans l'histoire des éditions numériques et a porté à l'élaboration d'un modèle d'édition numérique qui se base sur XML pour le format des données, les data models, et HTML pour l'affichage public. Il s'agit d'un modèle des données et des chaînes éditoriales que j'ai appelées les modèles source-output, qui séparent conceptuellement les formats des données de saisie et de stockage, la source, du modèle des données des publications, les outputs. Mais si ce type de modèle garantit la survie de plusieurs ressources, par exemple, on peut voir l'édition numérique des manuscrits de Walt Whitman, qui a plus de 25 ans, du coup, la durabilité technologique ne peut pas suffire. La durabilité logique et sémantique est aussi fondamentale. XML, comme on le sait, n'a pas de sémantique en soi, ce qui signifie la possibilité d'inventer son propre langage maison à chaque nouveau projet. Pour combattre cette tendance, déjà à partir des années 80, un groupe de chercheurs et de chercheuses particulièrement prévoyants a constitué le consortium international TEI, Text Encoding Initiative. 30 années plus tard, non seulement la TEI est encore bien vitale, mais elle est responsable du développement et du maintien du vocabulaire de balises XML les plus utilisés dans les humanités numériques à niveau mondial. La TEI est en évolution constante et a encouragé le déroulement de plusieurs débats et la formation des groupes de travail qui se sont mesurés aux défis de la critique génétique, un effort qui a produit un modèle de balisage capable de répondre aux questionnements proposés par les trois axes vus tout à l'heure, et notamment la représentation des brouillons, la représentation du processus de création, la représentation de l'évolution diachronique de l'ouvrage. Disponible en libre accès à partir de 2011 pour les chercheurs et les chercheuses du monde entier, ces nouveaux modèles s'est démontré plus ou moins à la hauteur des intentions. Des détails restent à régler, les explications et les exemples pourraient être enrichis. Mais dans la substance, les modèles marchent, comme démontré par plusieurs éditions numériques, et notamment celle du Shelley Gooding Archive et du Faust de Goethe. Du coup, ça ne veut pas dire que tous les problèmes ont été résolus. Si la théorie nous donne aujourd'hui un système carrément solide pour l'encodage de textes dans la poursuite d'une recherche qui s'inscrit dans l'un de ces trois axes, l'affichage et la présentation de ces éditions présentent encore plusieurs problèmes. Et seulement les premiers des trois axes se peut dire plus ou moins pris en charge de façon satisfaisante par les modèles d'édition courante.
C'est mon argument que cette manque est liée à un manque de théorisation et de modélisation, et non à une faiblesse de type technologique. On pourrait maintenant considérer les suivantes études des cas qui illustrent l'état de l'art sur 3 axes du point de vue de la publication et de l'affichage. On commence donc par la représentation des brouillons. Notre premier exemple concerne l'édition des manuscrits de Madame Bovary. Ici, les brouillons sont transcrits de façon hyper diplomatique et présentés l'un après l'autre. Et même si les sources sont organisées en séquence, ces dernières ne permettent pas à comparer les différentes étapes à travers plusieurs manuscrits, sinon de façon sommaire. Le deuxième exemple concerne l'édition des manuscrits de Samuel Beckett. Ici, en fait, on peut très bien suivre l'évolution du texte, mot par mot, mais seulement une phrase à la fois, ce qui empêche, par exemple, de connecter une correction à une autre, dans un autre endroit, et donc de suivre des campagnes de correction, ou encore de visualiser les déplacements de blocs de texte. De plus, quand on analyse une phrase particulière, on perd notamment la connexion avec la matérialité des brouillons. Ces dernières peuvent, encore une fois, n'être visualisées que l'un à la fois. Le deuxième axe, celui de la représentation du processus de création. On peut utiliser encore une fois l'exemple offert par l'édition des manuscrits de Beckett, qui, malgré les limites vues tout à l'heure, représente sûrement l'un des exemples les plus vertueux dans ce sens, avec la possibilité de suivre l'évolution du texte dans les 2 langues utilisées par l'écrivain, l'anglais et le français. Un second exemple nous est offert par la création d'un petit prototype concernant les brouillons de Manzoni. Une expérience que j'ai conduite en collaboration avec des collègues en Italie, Giulia Rabboni à Pavia et Paola Italia à Bologne, et avec Alessia Marini, stagiaire entre Grenoble et Parme. Ce prototype est centré sur les brouillons des 2 premières versions de l'œuvre, et notamment les chapitres 4 du Fermo e Lucia et des Sposi Promessi, les nouveaux titres du roman, qui ont la particularité de cohabiter dans la même page. En fait, Manzoni avait envoyé la version définitive du Fermo e Lucia, colonne de droite, à l'imprimeur, mais très rapidement était devenu très insatisfait par son effort. Et dès que l'imprimeur lui rendit ses manuscrits, il commença à retravailler son roman sur la colonne de gauche de chaque page qu'il avait laissée blanche en première instance. Cette réécriture deviendra bientôt trop invasive et radicale, avec des déplacements importants et l'ajout de paperoles, et Manzoni optera pour des feuilles tout blancs dans la poursuite de sa réécriture. Mais pour les premiers chapitres, les 2 ouvrages cohabitent et parfois la deuxième version réutilise des morceaux de la première, parfois la remplace. Les prototypes essayent d'un côté de rendre évident le dynamisme de la page, avec les zones de texte apparaissant dans l'ordre dans lequel elles ont été écrites, en montrant les fréquents allers-retours entre droite et gauche et entre les 2 versions, et de l'autre côté essaye de représenter la stratification textuelle sous forme d'un appareil critique dynamique. L'opération est couronnée seulement partiellement de succès, car l'appareil numérique est seulement marginalement plus lisible de celui qui occupait les 700 pages imprimées. Pour faire front au partiel échec du premier prototype, j'ai donc procédé à une deuxième tentative de représenter l'évolution textuelle basée sur les modèles élaborés par le logiciel Versioning Machine, repris désormais par plusieurs autres logiciels, comme le TI4 dans cet exemple, qui sépare les différentes couches d'écriture du même manuscrit en versions parallèles, comme celles ressortissaient des sources différentes.
Cette tentative a utilisé aussi le logiciel EVT2 qui montre les diverses couches d'écriture comme des versions, comme dans les cas précédents, mais chacune aussi avec son propre appareil critique. Encore une fois, la tentative est seulement partiellement réussie, parce qu'il oblige à la création artificielle des sources, dans mon exemple, une couche de base, une couche finale et une couche de milieu, sans que l'on puisse donner des justifications scientifiques pour la constitution de ces avatars de texte. Pour la simplification du troisième axe, la représentation de l'évolution d'un ouvrage, j'utiliserai l'édition numérique en cours d'aboutissement des poésies de l'auteur lituanien Jonas Masiulius, connu sous le nom de plume de Maironis, 1862-1932. Pour cet exemple, je m'appuie sur des travaux de Paulius Subasius au cours de sa recherche soutenue par les Lietuvos Mokslo Taryba, excusez-moi pour ma prononciation terrible, c'est-à-dire l'Agence nationale de recherche de la Lituanie, dans laquelle j'ai eu le privilège d'être impliquée comme consultante. Maironis changea ses poésies en profondeur au fil des années, comme on peut voir par exemple dans les cas de son texte le plus connu, Lietuvos Brandžiai, Chère Lituanie, dont la première version de 1891 compte 62 vers distribués en 16 strophes, et la dernière version de 1927 compte 32 vers en 6 strophes. Les détails plutôt intéressants à noter, c'est que entre la première et la dernière version, la seule partie qui n'a pas été changée, les titres. Tout le reste a été remanié d'une façon ou l'autre. À noter aussi que l'auteur changea aussi la collection contenant ces vers, et cette fois inclut son titre, qui, de Les Voix du printemps des premières 4 éditions, deviendra, dans la dernière version, œuvre. Cette collection eut 5 éditions, justement, chacune, sauf peut-être la troisième de 1913, marquant un changement important dans l'histoire de la Lituanie. En particulier, l'édition de 1895 était une édition clandestine. La Lituanie n'était qu'une région dans l'Empire russe qui interdisait toute publication en caractère latin. L'édition de 1905 suit la libéralisation de l'imprimerie en caractère latin et la publication de la première grammaire du lituanien contenant une réforme orthographique de grande ampleur, dont cette deuxième édition tiendra compte. L'édition de 1920 suit d'après la déclaration d'indépendance de la Lituanie et la proclamation de Maironis comme l'un des fondeurs de l'idée des nations, avec sa poésie Lietuvos Brandžiai, Chère Lituanie, devenant une sorte de hymne national officieux, la nouvelle nation. Enfin, l'édition de 1927, qui remanie en profondeur la collection, représente une sorte de testament littéraire et vise à la création du premier classique en langue lituanienne. On voit bien dans la diapositive les premières 4 versions qui sont augmentatives. Dans la première, on ajoute à chaque fois des poésies dans le même ordre, plus ou moins, et la dernière version qui remanie, change, rajoute, enlève, réorganise complètement les matériels. Comme l'on voit, chaque changement dans la collection a à la base un très important changement historique et culturel, un changement de régime, de langue, d'orthographie, de rôle culturel. Dans ces cas, la simple juxtaposition des versions diverses ou le choix d'en privilégier une sur toutes les autres n'est pas capable de raconter l'histoire évolutive de cette collection, ni les rôles joués dans la création de l'idée même de Lituanie. À noter aussi qu'il s'agit apparemment d'une histoire pratiquement ignorée par la plupart de la critique, et bien évidemment du grand public, même si Maironis est toujours considéré comme le père de la nation lituanienne. Au moment, cette histoire est racontée par des articles dans des revues spécialisées. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas penser à une façon plus simple, intuitive et capable de transmettre ce type d'informations de façon ergonomique et stimulante,
grâce aux possibilités de représentation offertes par l'ordinateur. Pour conclure ces panoramas faisant une sorte d'état de l'art sur les éditions des manuscrits d'auteurs, on pourrait peut-être déclarer qu'aujourd'hui, le format des données n'est plus un problème, en considération du fait que toutes les éditions mentionnées utilisent une combinaison de XML, pas forcément de TOI, mais de XML et de HTML. Du coup, pour une véritable philologie numérique et un vrai avancement de la recherche en ce secteur, les modèles des données n'est qu'un premier important pas. La recherche sur des interfaces ergonomiques, intuitives et capables de communiquer l'histoire derrière ces objets complexes et fascinants, les brouillons, n'est qu'au début. À la base de cette déclaration, il y a l'idée que le numérique ne doit pas simplement être une transposition d'un modèle analogique dans un espace numérique, mais doit constituer une véritable opportunité pour explorer des possibilités nouvelles, des opportunités d'interaction et cognitive diverses, et enfin se concrétiser dans des objectifs scientifiques renouvelés, surtout en considération des limites du modèle imprimé. À noter aussi que ici, je n'ai touché que les aspects représentationnels de la question, et j'ai laissé consciemment de côté les aspects computationnels, par exemple la transcription automatique, la reconnaissance des mains, la collation automatique ou semi-automatique, etc. Même si les avancées sur ces secteurs sont bien promettants, et on a assisté dans ces dernières années à des investissements considérables qui pourraient en fait bouleverser notre façon de concevoir le travail éditorial. Du coup, c'est très important que la communauté scientifique des philologues et des généticiens se prépare à gérer et ne pas à subir ces changements, en travaillant davantage sur les plans de la théorisation, de la représentation de l'édition et de la modélisation sémantique des brouillons. Je vous remercie.